Il n'avait pas de logement et vivait dans sa voiture avec son fils. Lors de la vente aux enchères des entrepôts, tout le monde est passé devant ce lot sans s'y intéresser. Il a risqué ses derniers dollars, et dès cette nuit-là, il a compris que sa vie ne serait plus jamais la même. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines histoires, et écris dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays tu regardes cette vidéo. Quand il ne reste plus que 100 dollars à un homme, chaque décision cesse d'être un choix ordinaire. Elle devient une frontière invisible, un point au-delà duquel il n'y a plus de marge pour l'erreur. Michael Harper le savait avec une précision douloureuse. Il le sentait dans son corps fatigué, dans sa jambe qui le lançait encore les soirs humides, dans le silence trop lourd qui s'installait parfois entre lui et son fils lorsque la nuit tombait sur le parking où il se garait pour dormir. Le vieux pick-up était devenu leur maison, une maison sans mur fixe, sans adresse, sans clé. Les sièges arrière servaient de lit à Ethan, tandis que Michael dormait à moitié redressé à l'avant, pour ménager sa jambe blessée. Il vivait ainsi depuis près de 9 mois, se déplaçant d'un endroit à l'autre avec une prudence presque militaire. Parking de supermarché ouvert 24 heures sur 24, bibliothèque municipale où l'on pouvait rester longtemps sans être interrogé, salle de sport bon marché où l'on pouvait se laver sans attirer l'attention. Leur existence était réglée comme une opération de survie. Chaque détail comptait, chaque erreur pouvait les exposer. Ethan avait 23 ans, trop jeune pour porter un tel fardeau, assez vieux pourtant pour comprendre exactement dans quelle situation il se trouvait. Il ne se plaignait jamais. Michael le savait, et cette absence de reproche lui pesait parfois plus lourd que n'importe quelle accusation. Être père dans ces conditions signifiait vivre avec une culpabilité constante, sourde, qui ne laissait aucun répit. Michael se répétait qu'il devait tenir, qu'il n'avait pas le droit de céder parce qu'Ethan n'avait plus que lui. Pourtant, il n'en avait pas toujours été ainsi. Michael Harper avait connu une autre vie, une vie où le mot « avenir » avait un sens concret. Ingénieur en construction, ancien project manager sur de grands chantiers, vétéran de la marine, il avait dirigé des équipes, signé des contrats, porté des responsabilités. Il avait connu la stabilité, la routine rassurante des matins pressés, des factures payées à temps, des projets à long terme. Il avait une maison, une épouse, un fils qui rentrait le soir en parlant de ses études. La chute avait commencé avec un mot prononcé dans un cabinet médical. Un mot court, brutal, qui avait instantanément redessiné leur futur. Le cancer. Au début, Michael avait cru qu'il pourrait faire face. Ils avaient des économies, une assurance, une volonté farouche de se battre. Puis les refus avaient commencé à s'accumuler. Dossiers rejetés, prise en charge partielle, délais interminables. Chaque traitement coûtait plus cher que le précédent. Chaque mois grignotait un peu plus leurs réserves. La maladie n'avait pas seulement rongé le corps de sa femme, elle avait lentement dévoré tout ce qu'ils avaient construit. La maison fut hypothéquée, puis vendue. Les comptes se vidèrent. Michael travailla plus que jamais, enchaînant les chantiers jusqu'au jour où son corps lâcha à son tour. Une chute, une mauvaise réception, une douleur fulgurante dans la jambe. La blessure ne fut jamais vraiment réparée. Il perdit son poste, puis les contrats cessèrent d'arriver. Quand sa femme mourut, il ne resta plus que le silence, les dettes et un fils qui refusait de le quitter. Ce matin-là, Michael se tenait sur une large esplanade de béton devant un complexe de stockage. Le ciel était bas, d'un gris uniforme, comme s'il voulait refléter son état d'esprit. Autour de lui, les participants à l'enchère se dispersaient déjà, certains satisfaits, d'autres indifférents. Pour la plupart, ces ventes étaient un jeu, une chasse au trésor sans conséquence. Pour Michael, c'était autre chose. C'était peut-être la dernière porte encore entr'ouverte. Dans sa poche, il avait compté et recompté ses billets. Un peu plus de 100 dollars. L'argent de plusieurs semaines d'économie, obtenu en petits travaux, en aide ponctuelle, en renoncement. Ethan l'attendait dans le pick-up, à l'ombre d'un hangar, feignant de consulter son téléphone. Michael savait que son fils observait tout, qu'il essayait de lire sur son visage la décision qu'il n'osait pas formuler. Les enchères avaient commencé tôt. Un box après l'autre, des portes métalliques s'ouvraient, révélant des amoncellements de meubles, d'outils, d'appareils électroménagers. Les acheteurs s'animaient, les montants grimpèrent rapidement. Michael regardait sans participer, analysant, calculant. Il savait qu'il ne pouvait pas rivaliser sur les lots évidents.
Il attendait sans vraiment savoir quoi. Lorsque le box numéro 47 fut ouvert, une odeur de moisissure et d'eau stagnante se répandit aussitôt. Des cartons détrempés, des dossiers devenus illisibles, des objets brisés. Plusieurs personnes reculèrent avec une grimace de dégoût. On entendit quelques rires étouffés, des remarques désobligeantes. Ce lieu n'inspirait rien d'autre que le rejet. Michael, lui, regardait autrement. Son regard s'arrêta sur le fond du box, là où 3 grands paquets reposaient sur une palette en bois légèrement surélevée. Ils étaient soigneusement enveloppés dans un plastique industriel épais, intact, sans trace d'humidité. Ce détail, presque invisible pour les autres, le frappa de plein fouet. Personne ne protégeait ainsi des déchets. Son esprit d'ingénieur se mit à travailler malgré lui. La hauteur de la palette, l'épaisseur de l'emballage, la manière dont les paquets avaient été positionnés, tout indiquait une intention. Et alors un souvenir remonta, net, précis. Ce box, il l'avait déjà vu. Des années auparavant, il avait aidé son beau-frère à y déposer des affaires. Un homme discret, brillant, ingénieur lui aussi, travaillant pour des entreprises technologiques sans jamais expliquer la nature exacte de ses projets. Après sa mort soudaine, Michael n'avait jamais eu la force de revenir ici. Puis la vie s'était effondrée et les loyers de stockage avaient cessé d'être payés. Les enchères commencèrent à un montant dérisoire, 20 $. Personne ne réagissait vraiment. Michael sentit son cœur battre plus fort. Il savait qu'il jouait avec le peu qui lui restait. Son esprit lui criait de s'arrêter, de ne pas risquer l'avenir d'Ethan sur une intuition. Mais quelque chose d'autre parlait plus fort. Un instinct forgé par des années de chantier, de décisions prises sous pression, de responsabilités assumées sans garantie. La somme monta lentement. 50 $. Michael leva la main. Il sentit le regard de son fils, invisible mais présent, comme un poids sur ses épaules. Les autres participants semblaient déjà désintéressés. 60, 70. Michael hésita, une fraction de seconde qui lui parut une éternité. Puis il annonça 110 $. Le silence tomba. Le commissaire-priseur observa la foule, cherchant une surenchère. Elle ne vint pas. Le marteau s'abattit. Le lot lui appartenait. À cet instant précis, Michael comprit qu'il venait de franchir un point de non-retour. Il n'y avait plus de sécurité, plus de plan de secours. Il avait misé tout ce qu'il avait sur un pressentiment et un souvenir. Il se retourna vers le pick-up. Ethan avait relevé la tête, et leurs regards se croisèrent. Il n'y eut pas de mots, seulement une compréhension silencieuse. Quoi qu'il y ait dans ce box, leur vie venait de changer, d'une manière ou d'une autre. Ils commencèrent à vider le box jusqu'à la tombée du jour. Le travail était rude. Ils jetèrent des piles entières de cartons détériorés, mirent de côté quelques objets sans valeur, mais chargés de souvenirs. Des photographies, miraculeusement préservées dans des chemises plastifiées, révélèrent des visages souriants, une maison, une époque révolue. Michael sentit une boule se former dans sa gorge, mais il continua. Lorsque le soleil disparut complètement, il resta devant les 3 paquets enveloppés. Le plastique luisait faiblement sous la lumière artificielle. Il sortit un cutter, inspira profondément et entama la première couche. Il ne savait pas encore que ce geste, simple et presque banal, allait ouvrir la porte à une chaîne d'événements qui dépasserait tout ce qu'il avait connu jusque-là. Mais déjà, quelque part en lui, une certitude naissait. Ce n'était pas un hasard, et ce qu'il s'apprêtait à découvrir trouverait sa source dans ce moment précis, sur ce béton froid, avec 100 $ de moins et un avenir encore invisible devant lui. La nuit était déjà bien installée lorsque Michael posa le cutter sur le bord de la palette. L'air autour d'eux avait changé. Le complexe de stockage, bruyant et animé quelques heures plus tôt, s'était vidé, laissant place à un silence presque inquiétant, ponctué seulement par le bourdonnement lointain des lampadaires. Ethan s'était assis sur le rebord du pick-up, observant son père sans dire un mot. Il sentait, sans pouvoir l'expliquer, que ce qu'il s'apprêtait à faire dépassait la simple curiosité. Ils avaient passé des heures à trier, jeter, empiler. Le travail mécanique avait servi de rempart contre les pensées trop lourdes. Michael s'était accroché à cette fatigue physique, comme à une ancre. Pourtant, face aux 3 paquets encore intacts, toute distraction devenait impossible. Ils étaient là, immobiles, protégés avec un soin presque excessif, comme si quelqu'un avait voulu s'assurer qu'ils survivraient au temps,
à l'humidité et à l'oubli. Michael s'agenouilla et entailla lentement le plastique. Le bruit sec de la lame résonna dans l'espace vide. Il s'attendait à découvrir des pièces électroniques obsolètes, peut-être du matériel de laboratoire dépassé, quelque chose qui expliquerait la précaution sans pour autant bouleverser leur réalité. Mais dès que la première couche céda, il comprit que ce qu'il avait devant lui n'appartenait pas au monde ordinaire. L'objet reposait dans une mousse dense, découpée sur mesure. Son corps était fait d'un matériau composite qu'il n'avait vu que dans des prototypes militaires ou des projets expérimentaux. Les lignes étaient nettes, fonctionnelles, sans aucune concession à l'esthétique grand public. Des éléments repliés, s'emboîtaient avec une précision presque chirurgicale. Des capteurs, discrets mais nombreux, parsemèrent la surface. Une plaque métallique portait une inscription technique, accompagnée d'un numéro de série précédé du mot prototype. Michael sentit son cœur s'accélérer. Ce n'était pas une intuition, mais une certitude professionnelle. Ce qu'il avait sous les yeux n'était pas un simple appareil oublié. C'était une technologie en avance sur son temps, développée avec des moyens considérables. Il passa lentement la main sur le boîtier, comme pour vérifier qu'il ne rêvait pas. Ethan se pencha à son tour, intrigué, mais il comprit immédiatement, au regard de son père, que ce n'était pas un jeu. Ils ouvrirent le deuxième paquet, puis le troisième. À chaque fois, la même révélation. 3 dispositifs identiques, soigneusement conservés, comme une série prête à être déployée ou étudiée. La répétition dissipa les derniers doutes. Ce n'était pas un accident, ni un oubli. Quelqu'un avait voulu préserver ces objets, les cacher en attendant un moment précis. Michael s'assit lourdement sur le sol en béton. Les souvenirs liés à son beau-frère prirent une nouvelle dimension. Cet homme discret, toujours évasif lorsqu'on l'interrogeait sur son travail, passait ses soirées à dessiner des schémas incompréhensibles pour les autres. Il parlait parfois de contraintes, de délais impossibles, de projets qui ne devaient jamais voir le jour. Michael n'avait jamais insisté. Il avait respecté ce silence, pensant qu'il faisait simplement partie de ce monde clos des grandes entreprises technologiques. Les heures suivantes furent floues. Ils rechargèrent le matériel dans le pick-up avec une prudence extrême, comme s'ils transportaient quelque chose de fragile et de dangereux à la fois. La nuit fut courte. Michael dormit à peine, son esprit incapable de s'éteindre. Chaque détail observé revenait en boucle. Chaque hypothèse en appelait une autre. Il savait qu'ils devaient comprendre ce qu'ils avaient trouvé avant de prendre la moindre décision. Dès le lendemain, il commença à chercher. Pas sur les réseaux visibles, mais dans les bases de données spécialisées, les archives techniques, les publications confidentielles auxquelles il avait encore accès grâce à ses anciens contacts. Peu à peu, une vérité troublante se dessina. Des projets similaires avaient existé. Des prototypes avancés de drones autonomes dotés de capacités d'analyse et de déploiement inédites. Et tous avaient été déclarés perdus lors de la faillite d'une entreprise technologique majeure, quelques années auparavant. La nouvelle se répandit plus vite qu'il ne l'avait imaginé. Quelqu'un, quelque part, avait compris ce qu'il possédait. Le téléphone de Michael se mit à sonner à toute heure. Des appels prudents, d'autres plus insistants, des représentants de sociétés, des intermédiaires se présentant comme des consultants, des avocats spécialisés dans la propriété intellectuelle. Tous voulaient parler. Tous posaient-ils les mêmes questions, sans jamais les formuler directement. Le contraste était presque absurde. Michael et Ethan continuaient de dormir dans leur voiture, de compter chaque dollar pour l'essence et la nourriture, tandis que des voix au ton feutré évoquaient des montants qui dépassaient l'entendement. Cette situation créait une tension constante. Michael craignait de faire un faux pas, de s'engager trop vite, de perdre le contrôle de ce qu'il ne comprenait pas encore entièrement. Il décida de ne rien précipiter. Chaque appel était noté, chaque proposition analysée. Il sentait que derrière l'intérêt apparent se cachait autre chose, une urgence qu'on ne voulait pas avouer. Quelqu'un savait que ces prototypes existaient encore, et ce quelqu'un n'était pas rassuré de les voir réapparaître. Ethan observait son père avec une attention nouvelle. Il le voyait redevenir peu à peu l'homme qu'il avait connu autrefois. Concentré, méthodique, attentif aux détails. Cette transformation lui donnait de l'espoir, mais aussi une certaine inquiétude. Il comprenait que ce qu'ils avaient découvert n'était pas seulement une opportunité financière. C'était un point de bascule. Un soir, alors qu'ils étaient arrêtés sur un parking isolé, Michael sortit les documents retrouvés dans le box,
parmi les affaires de son beau-frère. Des notes techniques, des contrats partiellement effacés par l'humidité, mais encore lisibles par endroits. Tout indiquait que les prototypes avaient été acquis légalement, bien avant la faillite de l'entreprise. Les dates, les signatures, les références concordaient. Cela les protégeait, du moins en apparence. Pourtant, une question persistait. Pourquoi 3 prototypes aussi avancés avaient-ils été laissés dans l'ombre, sans jamais être réclamés? Et surtout, pourquoi son beau-frère avait-il pris tant de précautions pour les conserver? Michael sentait que la réponse se trouvait peut-être encore cachée, enfouie sous une couche supplémentaire de silence. Cette nuit-là, tandis qu'Ethan dormait enfin, Michael resta éveillé, le regard perdu dans l'obscurité. Il comprit que leur vie ne pourrait plus revenir à ce qu'elle était avant l'enchère. Ce qu'ils avaient mis au jour attirait déjà des regards puissants, et ce n'était que le début. Sans le savoir encore, ils se trouvaient à la lisière d'une découverte plus profonde, quelque chose qui dépasserait la simple valeur technologique et l'obligerait à faire un choix bien plus lourd que celui qu'il avait fait avec ses derniers dollars. Les jours qui suivirent s'écoulèrent dans une tension sourde, presque imperceptible pour quiconque les aurait observés de l'extérieur. Michael et Ethan continuaient de vivre comme avant, dormant dans le pick-up, se déplaçant discrètement d'un endroit à l'autre, mais quelque chose avait irrémédiablement changé. La découverte des 3 prototypes avait ouvert une porte qui ne se refermait plus, et Michael sentait désormais le poids d'un monde invisible posé sur ses épaules. Conscient qu'il ne pouvait avancer seul, il accepta l'aide qu'on lui proposait avec prudence. Le premier à se déplacer fut un professeur d'université, un ancien collègue de son beau-frère, spécialiste reconnu des systèmes autonomes. L'homme parla peu, mais son regard, lorsqu'il examina les dispositifs, était chargé d'une gravité inhabituelle. Il confirma ce que Michael savait déjà au fond de lui-même. Ces technologies étaient bien en avance sur leur époque, et leur valeur ne se mesurait pas uniquement en termes financiers. Peu après, un avocat entra dans leur vie, recommandé pour son expertise en brevet et pour son engagement auprès des anciens combattants. Il éplucha chaque document retrouvé dans le box, chaque note griffonnée, chaque contrat partiellement effacé par l'humidité. Le travail fut long et minutieux, mais les conclusions étaient claires. Les prototypes avaient été acquis légalement par le beau-frère de Michael, avant la faillite de l'entreprise qui les avait conçus. Aucune zone d'ombre juridique ne semblait menacer leur possession des 3 appareils. Malgré cette sécurité apparente, Michael ne parvenait pas à se détendre. Il avait l'impression persistante qu'une pièce manquait au puzzle. Les appels se multipliaient, certains pressants, d'autres étrangement évasifs. Les montants évoqués augmentaient, tout comme l'empressement de ceux qui les proposaient. Cette précipitation l'inquiétait davantage qu'elle ne le rassurait. C'est en revisitant une fois de plus le contenu du 3e paquet que tout bascula. Alors qu'il vérifiait l'état de la mousse de protection, Michael remarqua une résistance inhabituelle sous ses doigts. Une couche supplémentaire, presque invisible, soigneusement intégrée au fond de l'emballage. Il sentit son cœur se serrer. Cette dissimulation n'était pas accidentelle. Avec une lenteur extrême, il dégagea cette couche cachée. Un objet plus petit apparut, compact, d'une conception différente des 3 autres. Son boîtier était plus sombre, plus dense, et portait une inscription qui glaça instantanément Michael. Le nom d'un projet gouvernemental officiellement abandonné, accompagné d'un code qu'il reconnut après quelques secondes de réflexion. Ce projet avait été au centre de débats houleux, puis effacé des archives publiques pour des raisons jamais clairement expliquées. Michael comprit immédiatement que cet objet n'aurait jamais dû se trouver là. Contrairement aux autres, il ne semblait pas destiné à une utilisation commerciale ou scientifique classique. En l'examinant plus attentivement, il découvrit un système de stockage crypté, inaccessible, sans une clé spécifique. L'appareil ne se contentait pas d'observer ou de collecter des données. Il conservait une mémoire, une trace. Les nuits suivantes furent consacrées à l'analyse. Grâce à ses compétences et à l'aide discrète du professeur, Michael parvint à décrypter une partie des données. Ce qu'il découvrit dépassa tout ce qu'il avait imaginé. Le 4e objet contenait des preuves détaillées d'un programme de surveillance avancé, conçu pour observer des populations entières sans leur consentement. Des rapports, des enregistrements, des protocoles montraient jusqu'où le projet était allé avant d'être officiellement stoppé. À cet instant, l'image de son beau-frère se transforma définitivement.
Il ne s'agissait plus seulement d'un ingénieur brillant et secret. C'était un homme qui avait compris la portée de ce qu'il avait contribué à créer et qui avait choisi de préserver la vérité, quitte à la cacher pendant des années. En conservant ce dispositif, il avait fait un choix moral, espérant peut-être qu'un jour, quelqu'un saurait quoi en faire. Michael passa des heures à réfléchir, seul, assis dans le pick-up tandis qu'Ethan dormait. Il pesait chaque option, chaque conséquence possible. Vendre les 3 prototypes était une chose. Il représentait une chance de sortir enfin de la précarité, de reconstruire une vie. Mais le 4e objet changeait tout. Il introduisait une dimension éthique et politique qu'il n'avait jamais recherchée. Il comprit alors que ce choix serait le plus lourd de sa vie. En gardant le silence, il pouvait se protéger, protéger son fils, tourner la page. En révélant l'existence de ce dispositif, il s'exposait à des forces bien plus puissantes que lui. Pourtant, ignorer ce qu'il avait vu lui semblait désormais impossible. Le regard de son beau-frère, tel qu'il l'imaginait à travers les années, semblait lui demander de ne pas détourner les yeux. La décision ne fut pas prise en un instant. Elle mûrit lentement, nourrie par les souvenirs de tout ce qu'il avait perdu, par la certitude que certaines vérités ne devaient pas rester enfouies. Michael savait qu'en franchissant ce pas, il déclencherait des événements qu'il ne maîtriserait plus entièrement. Mais il savait aussi qu'il ne pourrait jamais revenir en arrière s'il choisissait l'oubli. Au petit matin, alors que le ciel commençait à s'éclaircir, Michael prit une décision silencieuse. Le 4e objet ne serait ni vendu ni dissimulé plus longtemps. Il deviendrait ce que son beau-frère avait voulu qu'il soit, une preuve. Et à partir de cet instant, Michael Harper cessa d'être seulement un homme cherchant à survivre. Il devint le gardien d'une vérité capable d'ébranler bien plus que sa propre existence. La décision que Michael avait prise à l'aube ne tarda pas à produire ses effets. Il n'y eut pas de coup de théâtre immédiat, pas d'arrestation brutale ni de confrontation soudaine. Au contraire, tout se déroula avec une lenteur presque inquiétante, comme si le monde prenait le temps de se réorganiser autour de ce qu'il venait de révéler. Pourtant, Michael sentait que quelque chose s'était enclenché, un mécanisme invisible qui ne pouvait plus être arrêté. Les premiers à se manifester furent des hommes qui ne se présentèrent pas comme des acheteurs. Ils parlèrent avec des voix calmes, maîtrisées, employant un vocabulaire précis, dépourvu de toute émotion superflue. Ils ne demandèrent pas, ils informèrent. Le 4e objet, celui que Michael avait refusé de vendre, relevait désormais d'une enquête officielle. Son existence, les données qu'il contenait, ne pouvaient plus rester entre des mains privées. Des agents fédéraux se déplacèrent. Ils furent courtois, presque respectueux, mais leur présence imposait une réalité nouvelle. Michael n'était plus seul face à ses choix. L'objet fut saisi comme élément de preuve. Michael observa la scène sans protester. Il savait que ce moment arriverait. En voyant l'appareil disparaître dans une mallette scellée, il ressentit une étrange combinaison de soulagement et de perte. Ce n'était pas seulement un objet qui s'éloignait, mais le poids d'un secret qu'il avait porté pendant trop longtemps, même si ce « trop longtemps » ne se mesurait qu'en semaines. Très vite, l'affaire dépassa le cadre d'une simple enquête technique. Des commissions furent constituées, des documents furent exhumés, les données contenues dans le dispositif révélèrent l'ampleur d'un programme de surveillance que beaucoup préféraient croire abandonné depuis des années. Michael fut convoqué. Il passa de bureaux anonymes à des salles officielles où chaque mot était enregistré, chaque silence interprété. Lorsqu'il prêta serment, il eut un instant de vertige. Lui qui quelques jours plus tôt dormait encore sur le siège avant de son pick-up, se tenait désormais devant des représentants de l'État, sommé de raconter son histoire. Il ne chercha ni à se mettre en valeur ni à dramatiser. Il parla simplement. De la perte de sa femme, des dettes, de la voiture devenue maison, de son fils assis non loin, silencieux, témoin de chaque mot. Il expliqua l'enchère, les 100 derniers dollars, le box oublié, les paquets soigneusement protégés. Il raconta comment il n'avait rien cherché d'autre qu'une chance de survivre, comment il n'avait jamais imaginé tomber sur quelque chose d'aussi lourd de conséquences. Sa voix ne tremblait pas. Elle était celle d'un homme fatigué, mais droit, conscient que la vérité n'avait pas besoin d'effet pour être entendue. Les auditions durèrent des jours. Michael sortait épuisé, vidé, mais avec le sentiment étrange d'avoir enfin posé son fardeau.
Pendant ce temps, les négociations concernant les 3 prototypes se poursuivaient. Une fois l'enquête suffisamment avancée, l'État confirma officiellement que ces technologies, distinctes du 4e objet, ne relevaient pas des mêmes restrictions. Leur vente était autorisée. Une grande entreprise aérospatiale entra alors en scène, non plus par l'intermédiaire d'intermédiaires flous, mais à visage découvert. Les discussions furent longues, encadrées par des avocats, des experts, des clauses de confidentialité. Michael refusa toute précipitation. Il n'agissait plus dans l'urgence aveugle des premiers jours. Il savait désormais ce qu'il faisait et pourquoi il le faisait. La transaction fut conclue. Les sommes évoquées auraient semblé irréelles quelques semaines auparavant. Pourtant, lorsqu'elles arrivèrent enfin, elles ne provoquèrent pas l'explosion de joie que beaucoup auraient imaginée. L'argent ne fut pas une récompense, mais un outil, un moyen de réparer, de reconstruire. La première chose que Michael fit fut d'acheter une maison. Pas une demeure luxueuse, pas un symbole de revanche, mais un lieu solide, avec des murs, un toit, un véritable sol sous leurs pieds. Un endroit où Ethan pourrait fermer une porte derrière lui et sentir qu'il était chez lui. Le jour où ils y entrèrent pour la première fois, le silence avait une autre saveur. Ce n'était plus celui de la survie, mais celui de la stabilité retrouvée. Ethan reprit ses études. Le regard qu'il portait sur son père avait changé, mêlé d'admiration et de respect au silencieux. Michael, de son côté, accepta un contrat au sein de l'entreprise qui avait acquis les prototypes. Il ne travaillait plus pour accumuler ou prouver quoi que ce soit. Il mettait son expertise au service de projets de drones dédiés aux opérations de recherche et de sauvetage. Chaque mission réussie lui rappelait que la technologie, autrefois cachée et dangereuse, pouvait désormais servir à sauver des vies. Il n'oublia pas ceux qui les avaient aidés quand ils n'avaient rien. Une petite partie de l'argent fut destinée à la vieille cantine, où on leur avait souvent offert un repas sans poser de questions. À un centre d'aide pour anciens combattants, où Michael savait que d'autres hommes vivaient ce qu'il avait vécu. Ces gestes n'étaient pas une charité ostentatoire, mais une dette morale qu'il tenait à honorer. 1 an passa. Le tumulte médiatique s'était apaisé. Le programme de surveillance avait été officiellement enterré, cette fois sous le poids de preuves impossibles à ignorer. Michael ne cherchait plus à suivre les débats. Il avait fait sa part. Un soir, il se tenait dans le garage attenant à la maison. Une véritable pièce de travail, avec une table solide, des outils rangés, l'odeur du bois et de l'huile mécanique. Sur une étagère, une vieille photographie était posée contre le mur. Lui, sa femme, Ethan encore enfant, souriant devant une maison qui n'existait plus depuis longtemps. Michael la regarda longuement. Il ne ressentait plus de honte en pensant au passé. Seulement une gratitude profonde d'avoir tenu bon quand tout semblait perdu. Il comprenait désormais que la vie ne donnait pas toujours une seconde chance. Parfois, elle attendait simplement qu'un homme ose tout risquer, non par avidité, mais par amour. Ce jour-là, sur une dalle de béton froide, avec $100 en poche et un fils qui comptait sur lui, Michael Harper avait fait ce choix. Et ce choix, plus que la technologie, plus que l'argent, avait changé leur destin à jamais. Si cette histoire t'a marqué, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer la suite et de nouveaux récits réels qui surprennent plus que n'importe quelle fiction. D'autres découvertes, rebondissements et histoires t'attendent, où un seul hasard peut tout changer. Partage cette vidéo si tu crois que le destin offre parfois une seconde chance et écris dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays tu regardes. Nous lisons chaque message.